Rebonjour à toutes et à tous, autant à ceux qui reviennent des nourritures du corps que ceux qui ont dû se contenter de celles de l'esprit. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session. Donc, le thème de cette troisième session sera une seule santé, santé planétaire. Donc, deux de ce qu'on appelle les approches intégrées de santé qui viendront compléter la santé mondiale dont on a déjà largement parlé. Autant d'approches intégrées de santé qui ne demandent qu'à fonctionner ensemble et en synergie. Encore faut-il qu'elles se connaissent et qu'elles se comprennent. Je n'y reviendrai pas, c'est tout l'objet du FROG tel que nous avons voulu le concevoir, c'est tout l'objet de ces réseaux académiques avec lesquels nous raisonnons, autant le CUGH outre-Atlantique que la FREELS pour nos voisins du Sud, avec toujours cette idée que les acteurs académiques de la formation, de la recherche, se connaissent, s'identifient, se comprennent et puissent travailler ensemble. Mais ces approches intégrées de santé, une seule santé, santé planétaire, santé mondiale encore une fois, au-delà de l'aspect strictement académique, ce sont aussi des forces vives. C'est aussi des gens qui travaillent sur le terrain pour les mettre en pratique. C'est pourquoi je suis très content d'accueillir en co-chairing de cette session Barbara de l'Organisation mondiale de la santé animale, donc qui pilote le département Capacity Building et à qui je vais céder la parole dans quelques secondes. Modulo un petit rappel de méthodologie. Donc, nous sommes sur une session 3 qui est assez chargée. Nous aurons 11 présentations. Donc, un grand merci à toutes et à tous pour votre mobilisation et qui va imposer par corollaire aussi que nous soyons assez rigoureux sur l'exercice des 180 secondes. Donc, vous aurez, comme pour les sessions du matin, un temps d'expression de 180 secondes qui commencera par une question que l'on va vous proposer, alors qui ne doit pas être un carcan, qui doit être une ouverture à la réflexion et à laquelle nous vous proposerons de répondre donc sur ce temps de 3 minutes en vous présentant, en expliquant qui vous êtes, qui sont vos équipes, ce que vous faites et donc ce que la lumière de vos travaux peut apporter au traitement de la question. Pour essayer de vous aider dans le suivi des 180 secondes, je lèverai la main sur les 20 dernières secondes et la baisserai quand le temps sera écoulé. Donc ne vous étonnez pas si vous me voyez faire ce geste. Voilà, merci à toutes et à tous. Barbara, à toi. Je prends l'autre micro comme ça. Et bon après-midi à tout le monde. Je n'ai pas trop de trucs pour vous garder réveillés après le déjeuner, donc j'espère de y réussir, mais surtout, il faut que vous soyez indulgents. C'est ma première présentation en français dans l'Hexagone avec un public tout français. Et donc, oui, soyez indulgents. Et toi, là-bas, arrête les secondes. Il n'y a pas aucune chance que je parle aussi vite comme vous. Hein. Donc, doucement, doucement, je vais faire mon petit discours. Bonjour tout le monde. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là pour dire un peu, pour présenter un peu le travail que l'OMSA fait sur une santé, sur l'approche une santé qu'on a mis au cœur de notre mission, au cœur de notre travail. Pourquoi? Pour faire si que cette approche ait vraiment un impact tangible dans notre pays membre. Et c'est-à-dire renforcer la résilience des systèmes sanitaires et donc la résilience des services vétérinaires comme une partie fondamentale d'une seule santé. Vous pouvez voir ça à travers le processus de formation des standards internationaux, très orienté aujourd'hui à inclure l'approche une santé. On va voir par exemple les standards sur l'antibiotico-résistance. Et aussi sur les stratégies wildlife, aquatic animal health, surtout une seule santé, la formation et les stratégies mondiaux. Et tout est vraiment orienté à faciliter la collaboration, la leadership vers le niveau politique pour qu'on soit au courant de l'importance d'investir sur la santé dans une manière balancée qui va comprendre pas que la santé publique, mais la santé des animaux, la santé de l'environnement, de la planète. On peut voir ça aussi dans l'engagement que l'OMSA a dans les quadripartites. On a vu ce matin, on a entendu un peu parler de ce que l'OMS fait aussi dans le quadripartite. L'OMSA est très bien active et très bien leader avec les FAO, le PNU et l'OMS pour réaffirmer cet engagement qui est nécessaire pour faire progresser l'approche une seule santé. Et ça se base sur le principe que aucun secteur et aucun pays peut soutenir le développement et la protection de la santé tout seul. On croit maintenant que l'élan pour faire de l'advocacy, pourquoi l'approche d'une santé soit intégrée à niveau national, c'est maintenant.
Il y a le Joint Plan of Action qu'on a développé avec une guide pour l'implémentation. Et nous sommes très engagés à faire si que les pays vont utiliser ce plan et vont utiliser ces guides avec beaucoup d'autres utiles qu'on a mis à disposition des pays, dans le cadre réparti et comme ça même. Je veux, par exemple, citer ici le programme PVS, le programme pour l'évaluation des performances des services vétérinaires, qui va donner aussi beaucoup d'évidence en termes de données sur la capacité des services vétérinaires de travailler dans l'approche santé et surtout à travers les recommandations des experts, les pays ont la possibilité de mettre en place des plans d'investissement pour améliorer leur capacité. On a un système informatif qui va aussi soutenir une approche de monitoring and evaluation pour transformer l'amélioration dans un processus d'amélioration continue. Je suis bien fière de dire, par exemple, que les indicateurs produits par le PVS et les indicateurs produits par notre système d'information de santé animale ont été intégrés dans les règles, on l'appelle Need Risk Matrix, donc le système que le Pandemic Fund a mis en place pour évaluer les propositions de projets qui arrivent pour les financements. Donc, ce n'est pas que les activités PVS sont incluses dans les projets présentés, mais les performances développées et décrites à travers ces projets-là sont utilisées aussi pour évaluer les propositions. On a signé un accord avec la Banque mondiale pour la gestion des données, la condivision pour partager les données. C'est ça le juste mot. Désolée, quelquefois je manque le mot. Et aussi, on a une plateforme e-learning, bien sûr. Et il y a une autre initiative que je veux citer aujourd'hui parce qu'on est ici, mais pas sous mon procès, mais c'est juste de le dire dans le site de l'Académie, parce qu'on a réussi avec l'FAO et l'OMS à mettre ensemble pour la première fois dans le quadripartite, donc dans les organisations qui font partie du quadripartite, avec l'FAO et l'OMS, on a mis ensemble les experts de UNSO Santé avec les experts pédagogiques, c'est-à-dire l'Académie, notre plateforme de formation et le Virtual Learning Center de l'FAO. Pourquoi la formation et l'apprentissage sur UNSO Santé soient gérés à travers une approche intégrée, pédagogique et technique. Donc, cette task force qu'on a formée, qui s'appelle JOLT, Joint One Health Learning, c'est une approche dédiée à valoriser l'offre de formation déjà disponible et l'offre de formation disponible basée sur les besoins des professionnels de la santé. La task force travaille et travaillera encore dans le futur pour ça. Les intervenants qui vont parler dans quelques secondes, tu arrêtes les secondes là-bas hein, parce que je parle lent, je parle doucement. Et donc, les intervenants parleront des différences entre l'approche UNSO Santé et la santé planétaire. Moi, je me limite à dire vraiment quelques petits mots sur ce qu'ils ont en commun. L'importance du contexte local, reconnaissance de le changement climatique et surtout le système de surveillance intégré et la priorité à la prévention et à la gestion des zoonoses. La question des données, c'est une question qui me touche vraiment beaucoup. J'ai en tête un épisode auquel j'ai assisté, ça fait quelques ans. Il y avait un ministre d'un pays qui s'est plaint avec ma directrice pourquoi le pays de l'autre côté de la mer ne voulait plus réouvrir les frontières au commerce des animaux. Et donc, elle a répondu avec une clarté, je dirais, étonnante pour dire, bon, mais jusqu'à quand il y a des cas de West Nile Disease rapportés dans les hôpitaux, donc dans les êtres humains, et pas des cas dans les animaux? Comment pouvez-vous imaginer qu'on va réouvrir les frontières? Ça, c'est l'approche UNSO Santé au contraire. Les données qui ne se partent pas, les pays qui adoptent des systèmes de partager les informations différents. Ça ne doit pas arriver doit plus arriver, je dois dire comme ça. Et c'est très important de se parler sur les données, la transparence des données, mais aussi la capacité de produire des données qui soient utilisables entre les différents secteurs. Et donc, je vais conclure pour dire qu'une santé, c'est une vision holistique, mais à long terme. Il faut être patient, il faut s'engager, il faut mettre en place des stratégies qui soient vraiment proactives. Donc, plus de réactions, mais anticiper les changements
et appeler à l'action. Appeler à l'action, pas seulement le monde scientifique, le monde académique, les organisations, mais surtout les pays, aussi le niveau politique, pourquoi les décisions sur les investissements dans la santé soient vraiment balancées entre les secteurs. Donc, je pense que je m'arrête ici. On reste très engagé sur ce défi. On reste très engagé à soutenir les pays et surtout à travailler en collaboration. Et je vous remercie en donnant la parole à Cédric pour continuer. Merci. Merci beaucoup, Barbara. Donc, sans désemparer, je vais appeler la première intervenante, Carla Mertens, s'il vous plaît, donc de Santé publique France, qui a travaillé sur la crise hydrique à Mayotte et l'impact sanitaire dans un contexte de précarité extrême. Donc, ma question pour vous serait, votre étude à Mayotte illustre l'impact sanitaire d'une restriction hydrique prolongée dans un territoire français. Comment ce cas extrême interroge-t-il la capacité de nos systèmes à anticiper et répondre aux crises environnementales à impact sanitaire multiples? Merci à vous pour la question. Bonjour à tous. Donc, en effet, je suis partie à Mayotte l'année dernière, précisément en avril 2024, pour étudier les conséquences sanitaires des restrictions hydriques qui ont eu lieu alors pour la quatrième crise en 5 ans, qui a commencé en octobre 2023. Ah, si c'est possible, pardon, de juste changer la diapositive. Oui, ok, merci beaucoup. Alors, hop là. Donc, en effet, l'OMS a qualifié le département en crise, en pénurie d'eau en avril 2023. Donc, c'était la quatrième crise de l'eau en 5 ans, avec des coupures d'eau instaurées par le comité de suivi des ressources en eau et la préfecture, allant jusqu'à 54 heures de coupure d'affilée sans eau, donc que ce soit pour les maisons en dur ou pour les bidonvilles et les populations assez précaires vivant en haut des collines de Mayotte. Donc, ces coupures ont été instaurées pour des raisons tout d'abord structurelles, donc pour pallier à la vidange des retenues d'eau, vu que le département était en déficit d'eau, de pluviométrie le plus important depuis 1997. Ça n'avait jamais été vu depuis cette date-là. Et puis pour des raisons démographiques dues à l'accroissement de la population à Mayotte, notamment dû aux populations venant notamment des îles des Comores, venant assez nombreuses s'installer dans les bidonvilles. Et donc voilà, beaucoup d'eau était consommée. En mars 2024, les premières conséquences de cette crise de l'eau sont apparues, notamment avec l'apparition du choléra et de nombreuses maladies hydriques comme la gastro et d'autres. Donc, le choléra est une toxi-infection digestive aiguë à transmission dite féco-orale, souvent par ingestion d'eau ou d'aliments souillés, à propagation associée à une hygiène défectueuse et au mouvement des populations notamment, et dont les foyers de contamination communautaire étaient les quartiers prioritaires à Mayotte, donc toutes les populations vivant dans les bidonvilles dans les hauteurs des collines de Mayotte. Donc, une interrogation se pose sur la capacité de nos systèmes à anticiper et répondre aux crises environnementales à impact sanitaire multiples, puisqu'il s'agissait quand même de la quatrième crise de l'eau en 5 ans. Donc, les limites relevées par cette quatrième crise de l'eau à Mayotte sont donc tout d'abord la capacité à prévoir une crise hydrique pourtant annoncée par le climat et la démographie, la capacité à concevoir une réponse politique comprenant plusieurs facteurs, tout d'abord la santé publique, la gestion environnementale et la justice sociale, puisque tout le monde a les mêmes droits concernant l'eau notamment. Et la capacité à améliorer l'accès à l'eau potable par l'amélioration des installations déjà mises en place, et tout le reste. Mais je tiens à préciser qu'il y a quand même un soutien des associations à Mayotte qui est très, très important, avec de nombreuses associations qui sont mobilisées sur le terrain, et également de la part des institutions, notamment de l'ARS et de Santé publique France, avec la réserve sanitaire. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à passer sur le stand pour voir les affiches. Merci beaucoup pour cette intervention et pour ce timing parfait. 3 minutes 00. J'appelle ensuite Inès Parer, s'il vous plaît, de l'Université Clermont-Auvergne, équipe Proset, qui a travaillé sur la santé environnementale périnatale et dynamique territoriale. Et notre question pour vous sera, votre recherche révèle les difficultés d'appropriation de la santé environnementale dans les pratiques de périnatalité. Quels leviers identifiez-vous pour intégrer plus concrètement les enjeux de santé environnementale dans les territoires?
Bonjour à tous, merci pour cette invitation à communiquer. Effectivement, au décours de notre recherche qui s'intitule Promotion de la santé environnementale à l'échelle des territoires de santé, nous avons été à la rencontre de 44 acteurs de santé de terrain, élus, décideurs, professionnels de santé. Nous les avons interrogés finalement sur comment ils avaient intégré la santé environnementale dans leur pratique. Et à l'issue des entretiens, donc, est apparu un paradoxe. Tous reconnaissaient que la santé environnementale était importante au cours des 1000 premiers jours de la vie qui s'étendent de la conception aux 2 premières années d'un enfant. Cependant, cette intégration était limitée par une gouvernance territoriale fragmentée, par une gouvernance territoriale absente, des actions dispersées, des professionnels peu outillés ou peu formés face à ces enjeux. Nous avons également identifié des leviers, l'objet de cette question, que nous avons structuré dans le cadre de la pyramide, du cadre théorique de la pyramide de Freiden, selon l'impact populationnel de ces leviers, tout du moins estimés. Donc, le premier levier prioritaire, selon nous, serait de renforcer la gouvernance territorialisée en sensibilisant et en outillant les élus et les décideurs locaux pour qu'ils investissent des politiques publiques locales intégrant la santé environnementale, et ce, dans une approche intersectorielle et une logique One Health. D'autre part, il nous est apparu important que l'amélioration de cette gouvernance soit adossée à un dialogue de concertation avec les acteurs de territoire, c'est-à-dire les populations, mais aussi les acteurs de santé, et voilà, tous ceux qui peuvent œuvrer pour la santé. Le deuxième point concernait en fait la création d'environnements et de choix favorables à la santé. Et là, il est apparu important que les actions dispersées devaient être structurées dans des cadres déjà existants, les CPTS et les contrats locaux de santé. Par ailleurs, les contrats locaux de santé étaient peu connus des élus et n'avaient pas été évoqués comme des outils ou des médiateurs pour améliorer les politiques publiques locales. Le troisième point, donc les professionnels souhaitaient avoir des outils pour mieux travailler et intégrer la santé environnementale. Il apparaît donc important de développer et d'élaborer des guides et des recommandations, de développer la littératie en santé environnementale et d'investir la formation initiale et continue des professionnels de santé. Le quatrième levier, qui était les interventions cliniques, était d'intégrer de manière plus systématique la santé environnementale dans les pratiques en périnatalité et les pratiques éco-responsables. Et enfin, concernant l'empowerment parental, il s'agissait là de renforcer les vecteurs de médiation des risques environnementaux auprès des populations. À ces conditions, les territoires deviendront des solutions pour l'émergence de politiques favorables à la santé environnementale dans une approche intégrée. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Pour l'intervention suivante, je vais appeler Kenneth Galboni, ex-Marseille Université, équipe CESTIM, qui a travaillé sur les méthodes de profilage environnemental à partir de données spatiales. Et la question que nous vous proposons, Kenneth, vos travaux sur le profilage territorial montrent la puissance des outils de classification environnementale. Comment ces outils peuvent-ils soutenir concrètement des politiques publiques de santé intégrant les dimensions environnementales? Et la question est donc, le projet Priorité Santé Faune traduit une volonté d'articuler les acteurs autour d'un espace partagé. Que nous apprend-il sur la manière dont la biodiversité sauvage peut et doit être intégrée dans nos politiques de santé? Très bien, merci. Bonjour à tous. Voici un paysage typique en France avec un espace naturel, des animaux sauvages, en interaction plus ou moins étroite avec des animaux domestiques et des humains. En parallèle, on observe le même phénomène avec les agents pathogènes infectieux et parasitaires qui peuvent circuler au sein d'un ou plusieurs de ces compartiments. Comme vous le savez, la santé de la faune sauvage, c'est souvent compliqué à appréhender, notamment par les acteurs de santé publique, de santé du bétail, mais aussi par les gestionnaires d'espaces naturels où se trouvent ces animaux sauvages. Pourtant, et en plus de ça, la diversité d'espèces animales, d'agents pathogènes qui peuvent circuler dans la faune sauvage rend aussi plus compliqué les stratégies de surveillance, de recherche ou d'action au sein de ce compartiment.
Et enfin, les moyens sont souvent humains et les moyens financiers et humains sont souvent limités pour pouvoir mener à bien ces stratégies. Donc, dans le cadre d'un partenariat intégrant les écoles nationales vétérinaires, les parcs nationaux, la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale et le ministère de l'Agriculture, une méthode et une méthodologie et un outil, Priorité Santé Faune, ont été développés afin de hiérarchiser les enjeux sanitaires dans la faune sauvage avec une approche où on peut où on peut le faire sur chaque territoire, on peut individualiser l'approche et en intégrant les acteurs des 3 santés. Donc, en pratique, comment ça marche? D'abord, on demande aux acteurs des 3 santés de nous fournir le plus d'informations possible sur les espèces animales, les maladies et les surveillances qui circulent au sein de leur territoire. Et ça va nous permettre de pouvoir de faire une simulation informatique de leur territoire. À ce moment-là, ils nous donnent aussi leurs enjeux, leur contexte, afin de nous adapter au mieux à leur territoire. Ensuite, durant un atelier qui va durer 2 jours, qui réunit les acteurs des 3 santés, les acteurs locaux des 3 santés, il va y avoir une acculturation de ces acteurs aux interactions entre les 3 santés et aux spécificités de la gestion des dangers sanitaires dans la faune sauvage. Ensuite, ces acteurs vont pondérer de manière collective, collégiale, une quarantaine de critères de priorisation qui décrivent les agents pathogènes. Et donc, ils vont faire ces pondérations pour chaque enjeu de santé, pour la santé humaine, pour les enjeux des animaux domestiques, pour la santé écosystémique. Ça va permettre à notre outil de générer des listes hiérarchisées de maladies par enjeu de santé. Donc, on va obtenir 3 listes de maladies, une pour chaque enjeu de santé. Et ça sert de support de discussion pour les acteurs locaux des 3 santés afin de pouvoir établir une stratégie sanitaire pertinente. Donc, l'outil, cette approche, elle favorise ainsi la construction d'une culture commune et qui permet une meilleure appropriation et acculturation des acteurs locaux à ces enjeux et une meilleure acceptation de ces plans de gestion. En conclusion, l'outil Priorité Santé Faune, c'est un outil concret pour opérationnaliser l'approche One Health en pratique et qui il illustre comment la collaboration entre les acteurs des 3 santés peut mener à des solutions innovantes pour les stratégies sanitaires. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nathan. Pour la 5e intervention de ce panel, je vais appeler cette fois Antoine Brault, de l'équipe de l'Institut Pasteur, qui a travaillé sur la modélisation éco-épidémiologique des dynamiques entre rats, puces et peste à Madagascar. Donc, notre question pour vous. Votre modèle éclaire les dynamiques saisonnières d'une zoonose ancienne. Quelles leçons en tirez-vous en matière de gestion écosystémique des risques infectieux? Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation et aux organisateurs. Donc moi, je me présente, donc je suis Antoine Brault, je suis postdoctorant à l'Institut Pasteur. Je travaille dans l'unité de modélisation des maladies infectieuses, une unité qui est dirigée par Simon Cochemès. Donc vous avez une photo de l'équipe ici. Donc nous, on s'intéresse au développement de modèles mathématiques pour mieux comprendre les épidémies et les maladies infectieuses en général. Par exemple, leur propagation dans les populations, les moyens de les contrôler et d'agir pour mieux informer les décideurs publics. On travaille à différentes échelles, donc c'est l'échelle de la population, mais aussi des fois à l'échelle de l'individu. Et donc moi, je me suis intéressé aux interventions pharmaceutiques pour contrôler, par exemple, les épidémies de bronchiolite avec l'apparition de nouveaux traitements ou les vaccins pour mesurer l'impact de la vaccination contre le Covid. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail sur la peste à Madagascar. Donc, chaque année, il y a des épidémies de peste à Madagascar qui sont saisonnières, en fait. Vous avez sur ce graphe ici, sur l'axe des X, le temps, et sur l'axe vertical, le nombre de cas par mois de peste. Et on voit qu'en fait, on a fait la moyenne sur plusieurs saisons, mais il y a un pic qui revient vers décembre-janvier. Et donc, on s'est demandé pourquoi ce pic revenait toujours à la même période et la saison de peste commençait souvent en septembre. Donc, la peste, ça se transmet la plupart du temps par la puce qui vit habituellement sur le rat noir. Et donc, quand la puce est infectée, elle va infecter le rat. Et pareil, si le rat est infecté, il va infecter la puce. Comme c'est assez mortel, quand le rat décède, en général, la puce va changer d'hôte.
et peuvent être menées à piquer l'humain. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé donc, avec l'unité PES de Madagascar qui a collecté des données de terrain sur le nombre de rats qu'il y avait dans les zones où il y a beaucoup de peste, de manière contrôlée, donc toujours avec le même nombre de pièges et le même nombre de nuits de capture. Et ils ont observé, ils ont compté aussi les puces qu'il y avait sur ces rats, et ils ont observé en fait des variations saisonnières des populations de rats et aussi des populations de puces, ce qui mettait un peu un indice sur ce qui est que c'est probablement le moteur de cette saisonnalité. Donc que les rats et les puces étaient le moteur de la saisonnalité de la pêche chez l'homme. Donc en fait, on a développé un modèle mathématique rat puce humain qu'on a calibré sur ces données. Et on a montré que quand il y avait la saisonnalité, ce modèle collait bien aux données, ce qui n'était pas le cas quand il n'y avait pas de saisonnalité chez les puces et chez les rats. Et ensuite, on a mesuré l'impact d'intervention comme la réduction de la population de rats et la population de puces sur l'impact des épidémies. Je vous remercie pour votre attention. Donc, nous enchaînons avec Anissa Desmoulins, qui est en ligne, je crois. Anissa? Oui, Très bien. je suis présente. Donc, c'est CHU La Réunion, équipe Espace Dev, sur un projet qui s'attachait à la détection de clusters de fièvre Q en lien avec les facteurs environnementaux en Guyane. Et notre question pour vous, votre étude sur la fièvre Q en Guyane s'appuie sur des outils de télédétection. Quels enseignements tirez-vous de cette approche pour repérer les signaux faibles liés à l'environnement dans l'émergence des maladies? Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous demanderai juste de passer les diapositives pour moi, s'il vous plaît. Donc, bonjour à tous, je suis Anissa Desmoulins, je suis infectiologue au CHU de La Réunion et je vous remercie vivement pour cette invitation et je m'excuse de ne pas pouvoir être présente en présentiel. Donc, moi, j'ai réalisé, dans le cadre de mon master spécialisé Pasteur CNAM, une étude en collaboration avec le CIC et Espace Dev de l'IRD Montpellier sous la codirection du professeur Loïc Epelboin et du docteur Thibaut Catry. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques petits éléments de contexte. La fièvre Q en Guyane, c'est une zoonose qui présente 4 caractéristiques principales en lien avec son incidence, une souche qu'on retrouve uniquement en Guyane et nulle part ailleurs, sa présentation clinique qui a un tropisme pulmonaire assez évident et surtout des questions autour du réservoir qui restent encore très débattues dans la littérature. Diapositive suivante. Globalement, en Guyane, la zone elle est considérée comme une zone d'hyper-endémicité avec des études à la fois cliniques et de séroprévalence qui montrent une structuration géographique au niveau de ce qu'on appelle l'île de Cayenne que vous avez représentée ici. Diapositive suivante. En Guyane, l'histoire a été marquée par plusieurs clusters, donc vous avez les principaux ici, et parmi lesquels en fait la faune sauvage a été impliquée de manière assez importante. Vous avez par exemple le paresseux à 3 doigts ou le capybara. Et enfin, diapositive suivante, les études de séroprévalence dans les espèces de ruminants ont montré des forts taux d'exposition, notamment sur le littoral guyanais, donc encore des questionnements sur le réservoir de cette zoonose. Diapositive suivante. Et donc, notre travail a permis d'identifier entre 2007 et 2017 6 clusters de hotspots d'incidence de cas de fièvre Q aiguë, et notamment dans la commune de Rémire-Montjoly, donc celle qui est plus au sud. Parmi les facteurs environnementaux qu'on a détectés, il y a la proximité aux forêts, la proximité à des mammifères reportés grâce à des données de la société civile, et la proximité également à l'abattoir. Et enfin, un élément qui est très intéressant et qui est plutôt utilisé en géographie, c'est la fragmentation du paysage et notamment la densité de patchs végétales, c'est-à-dire des îlots végétaux fragmentés par l'homme, notamment par des routes ou des habitations qui montrent l'interaction proche en lien de l'homme et de son environnement. Diapositive suivante. Et donc, cette étude, elle nous questionne sur ce qui se passe au niveau de cette zone de la commune de Rémire-Montjoly. Elle a montré l'intérêt, en tout cas, des données de télédétection pour avoir une approche la plus intégrée de l'épidémiologie, notamment des zoonoses et des zones d'émergence, qu'on ne peut pas forcément capter en clinique classique. Elle nous donne les endroits spécifiques à investiguer et notamment elle nous montre son utilité dans la surveillance et l'anticipation du risque pour une alerte précoce. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors pour le sujet suivant, 8e intervention, je vais appeler Milan Milenkov de la Fondation Mérieux, qui a travaillé sur la surveillance One Health des bactéries résistantes à Madagascar
Et nous vous proposons la question suivante. Votre travail montre une circulation intersectorielle majeure des bactéries résistantes. Que révèle cette dissémination sur la nécessité de dépasser les silos sectoriels pour penser la résistance antimicrobienne dans une logique environnementale? Merci. Donc, je vais vous présenter ces travaux qui ont été faits en collaboration avec l'INSERM et l'OMS et qui ont permis de mettre en place le projet tricycle de surveillance One Health de la circulation de la résistance bactérienne aux antibiotiques qu'on a mis en place à Madagascar. Donc, la situation elle est très préoccupante, comme vous le savez tous, avec environ 1,3 million de décès directement associés à la résistance par an, ce qui n'est pas loin de la mortalité du Covid jusqu'à maintenant, sauf que personne n'en parle et ça ne va qu'empirer dans les années à venir. Donc, les objectifs ont été d'évaluer la prévalence One Health des Escherichia coli BLSE, organisme parfait pour suivre la dissémination de la résistance dans les 3 secteurs. Donc, chez l'homme, la chaîne alimentaire et l'environnement. Ensuite, d'identifier les éventuels facteurs de risque associés au portage de E. coli BLSE, caractériser génétiquement les isolats des 3 secteurs et essayer d'inférer la circulation intra- et intersectorielle de ces isolats. Donc, les résultats sont assez inquiétants. Une prévalence élevée chez les femmes enceintes de 30%. À titre de comparaison, en France, ça tourne plutôt autour de 5-7%. Chez les poulets représentants de la chaîne alimentaire, c'est 57%. Et tous les échantillons de l'environnement étaient positifs pour E. coli BLSE. Donc, ici, pour montrer un peu ce qui se passe dans l'environnement, on a fait 4 types de prélèvements environnementaux. Des eaux de surface en amont de la capitale Antananarive, en aval de la ville, des effluents des eaux usées et des effluents d'abattoirs. Et donc, comme vous pouvez le constater, que ce soit pour Escherichia coli total ou Escherichia coli BLSE, les concentrations sont très élevées, exprimées ici en log CFU par 100 millilitres, en sachant que, par exemple, le seuil fixé par l'OMS pour utiliser une eau pour des fins d'irrigation sans risque était situé à environ 3 log CFU. Donc, à Madagascar, la majorité des échantillons sont nettement supérieurs à ce seuil-là. Ensuite, on a fait une analyse par polymorphisme nucléotidique pour essayer de voir s'il y a des isolats génétiquement proches qui circulent entre les 3 secteurs. En rouge, les nuances de rouge, c'est des isolats d'hommes. Les isolats jaunes, c'est les isolats de poulets. Et enfin, en bleu, les isolats environnementaux. Et comme vous pouvez le constater, on a observé plusieurs groupes d'isolats qui représentent des isolats isolés des 3 secteurs et qui partagent moins de 20 SNP de différence. Ces isolats représentent environ 15% de la totalité des isolats qu'on a analysés. Donc, en conclusion, on a observé une prévalence très élevée d'Escherichia coli BLSE à Madagascar dans les 3 secteurs. Malgré des populations bactériennes propres à chaque secteur, on a quand même observé une circulation importante d'isolats génétiquement proches entre les 3 secteurs. Et ce qu'on fait depuis, c'est qu'on a élargi le projet aux isolats d'Escherichia coli résistants au carbapénème et maintenant à d'autres espèces bactériennes. Merci. Merci beaucoup. On enchaîne avec Lokman Galal, qui nous vient de l'INSERP, unité EpiMact à l'Université de Limoges, avec un projet sur l'émergence des formes graves de toxoplasmose liées à l'hybridation de souches en Amérique du Sud. Et la question suivante, vos travaux sur la toxoplasmose en Amérique du Sud révèlent une émergence liée à des hybridations favorisées par les activités humaines. Que nous apprennent ces dynamiques sur le lien entre anthropisation des milieux et émergence de pathogènes plus agressifs? Merci. Donc, je suis chercheur à EpiMact pour épidémiologie des maladies chroniques en zone tropicale. Donc, c'est une unité hébergée par l'Institut d'épidémiologie et de santé mondiale Michel Dumas. Donc, c'est un sujet sur la toxoplasmose en Amérique du Sud que je vais vous présenter. La toxoplasmose, c'est une parasitose zoonotique mondiale qui est causée par un protozoaire, Toxoplasma gondii. C'est la parasitose endémique par excellence puisqu'elle infecte environ 1/3 de la population mondiale. Le cycle se fait via le chat domestique qui excrète des oocytes dans l'environnement, des oocytes qui vont infecter les hôtes intermédiaires, donc les proies principalement du chat,
et ces proies vont développer des kystes dans leur tissu, et l'humain est un hôte accidentel dans ce cycle. Il y a également des cycles sauvages du parasite avec les félidés sauvages et leurs proies. C'est un parasite ancien qui a émergé à peu près il y a 11 millions d'années et qui s'est propagé dans le monde jusqu'aux Amériques et même en Amérique du Sud via l'émigration des félidés. Chez l'humain, c'est une infection qui est principalement asymptomatique, sauf chez certains gros paristes comme les femmes enceintes, donc le fœtus en développement est vulnérable, et les personnes immunodéprimées. Une exception à cette règle, c'est l'Amérique du Sud, où on a chez l'immunocompétent, pour le coup, des formes sévères, notamment oculaires et multiviscérales, pouvant mener à la mort de la personne en absence de traitement. En Amérique du Sud, c'est un parasite qui existe depuis environ 1,5 million d'années, évidemment dans le cycle sauvage, et on a des informations comme quoi le contact avec le cycle sauvage est à l'origine d'atteintes humaines de l'immunocompétent sévères, donc notamment des atteintes oculaires et des atteintes multiviscérales. Dans l'ancien monde, donc Afrique, Asie et Europe, c'est surtout le cycle domestique, donc avec le chat et ses proies qui prévaut, et les infections humaines de l'immunocompétent sont principalement asymptomatiques. Donc un événement important se produit il y a environ 500 ans, avec pour les Amériques, pour la première fois, l'introduction du chat domestique, donc c'est une espèce qui n'existait pas avant dans les Amériques, l'introduction de ses proies principales, la souris domestique et le rat, et également l'introduction des principales lignées du parasite qui sont bien adaptées au chat domestique. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'aujourd'hui, en Amérique du Sud, les principales lignées qu'on retrouve dans le milieu domestique ne sont pas les lignées qui ont été importées depuis l'Ancien Monde. Ce n'est pas non plus des lignées qui étaient présentes au niveau de l'environnement sauvage et qui auraient diffusé depuis l'environnement sauvage vers l'environnement domestique, mais plutôt des lignées hybrides, en fait, qui sont liées à l'hybridation entre des lignées importées depuis l'Ancien Monde, bien adaptées au chat domestique, et des lignées qui étaient présentes de manière autochtone dans l'environnement sauvage dans les Amériques. Donc, pour répondre à votre question de l'influence de l'anthropisation, c'est via un vecteur de domestication, d'introduction d'un hôte domestique qui a permis donc la mise en place de ce cycle et via ces hybridations également qui se sont mises en place. Donc là, 2 mots sur un projet qui va bientôt démarrer, ce serait de montrer que les souches qui causent ces formes sévères chez l'immunocompétent en Amérique du Sud sont ces souches hybrides issues de toute l'histoire que je viens de vous exposer, des souches hybrides qui auraient hérité d'une adaptation au chat domestique, c'est ce qu'on a montré dans l'étude précédente, mais ce qu'on voudrait montrer, c'est que ces souches hybrides ont aussi hérité de déterminants de pathogénicité venant, pour le coup, des lignées sauvages autochtones. Et donc, il y aura une convergence entre l'adaptation au chat domestique et la virulence accrue provenant du milieu sauvage. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Lokman. Intervenant suivant sera Léo Moutet, du CNAM, équipe Mesures, avec un projet sur les co-bénéfices sanitaires des stratégies de décarbonation des transports, de végétalisation urbaine. Et la question que nous vous proposons, vos modélisations soulignent l'impact positif de la sobriété et de la végétalisation sur la santé publique. Comment intégrer plus systématiquement ces co-bénéfices sanitaires dans les choix d'aménagement territoriaux et de politique climatique ? Merci de m'avoir invité et bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter les travaux que j'ai pu effectuer lors de ma thèse au sein du laboratoire Mesures, donc qui portent sur les co-bénéfices sanitaires des stratégies d'adaptation et d'atténuation. Donc, qu'est-ce que c'est les co-bénéfices? Un co-bénéfice, c'est une action bénéfique pour la santé humaine qui va être prise en charge par les actions d'atténuation, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre notamment, ou d'adaptation au changement climatique, mais qui n'est pas médiée par le climat. Et donc, mes études, les études qu'on mène vont être des études quantitatives d'impact sanitaire. Donc pour ça, on se base sur des scénarios d'atténuation, comme ceux qui ont pu être élaborés suite aux accords de Paris. Donc des scénarios qui sont censés mener les sociétés à la neutralité carbone en 2050. On a fait une première revue de la littérature des études qui évaluaient l'impact de ces scénarios et on s'est rendu compte déjà que, en plus des bénéfices à long terme qui seraient médiés par le climat, les scénarios d'atténuation génèrent des co-bénéfices sanitaires, donc notamment par la réduction de la pollution atmosphérique, par l'augmentation de l'activité physique, par les transports actifs et par l'alimentation. Ces bénéfices sanitaires sont très importants. Et donc, ce qui nous mène à revoir un peu les politiques climatiques comme étant des politiques de santé publique ambitieuses.
Ensuite, j'ai mené une étude, une évaluation d'impact sanitaire sur les scénarios de l'ADEME, donc des scénarios spécifiques à la France. Donc 4 scénarios contrastés qui mènent la France à la neutralité carbone en 2050. Et en fait, on se rend compte que selon les différents scénarios, les bénéfices sanitaires peuvent varier de plus 20 000 à 25 000 décès pour le scénario 2, donc des décès évités, à, pour les scénarios qui misent essentiellement sur des leviers de technologie, à une réduction en fait de l'activité physique induite et donc des décès supplémentaires. Et donc ça nous montre que il y a, selon les différents chemins vers la neutralité carbone, certains peuvent générer des bénéfices, plus de bénéfices sanitaires que d'autres. Ensuite, sur la ville de Paris, j'ai mené aussi donc une étude d'impact sur la végétalisation des espaces urbains. Et donc, en plus des bénéfices à long terme sur l'adaptation, le fait de végétaliser les espaces urbains mène aussi à des co-bénéfices sanitaires. Des co-bénéfices sanitaires qui sont à peu près du même ordre que ce qu'on a vu pendant la revue, donc de l'ordre de 1% à 1 à 2% de la mortalité toute cause sur la ville de Paris. Donc, ce qui est important de retenir sur ces co-bénéfices, c'est que contrairement aux bénéfices climatiques, les bénéfices sanitaires, ils vont être perçus par les populations qui consentent au changement. Donc, ça rend inopérant des arguments comme la stratégie du passager clandestin, où on dit qu'il faut attendre, par exemple, que les États-Unis ou la Chine mènent des actions d'atténuation pour mener les nôtres. Non, ces politiques d'atténuation ne sont pas conditionnées donc, par une action climatique globale. Elles sont spécifiquement perçues par par les populations qui consentent au changement et elles seraient perceptibles à court terme par ces populations. Et en plus de ça, des études d'impact économique mettent en avant que les bénéfices sanitaires monétisés issus de ces politiques pourraient compenser les coûts d'implémentation de ces politiques. Merci beaucoup, Léo. Et pour clore le bal, je vais demander à Inès Mazurel de prendre la tribune, donc équipe ENSPSL et Institut Pasteur, avec un projet sur l'évaluation des bénéfices santé de régimes alimentaires durables dans des scénarios de neutralité carbone. Et donc la question qui vous est proposée, votre étude montre que les trajectoires vers la neutralité carbone impliquent aussi des transformations alimentaires majeures. Quel rôle la santé publique peut-elle jouer pour accompagner ces transitions dans la durée et garantir leur équité sociale ? Eh ben, merci beaucoup. Donc, je vais vraiment prendre la suite directe de ce que Léo vient de vous parler, puisque moi, mon projet de thèse, il s'inscrit exactement dans la même continuité, dans le sens où je regarde des scénarios de neutralité carbone dans lesquels des changements de régime alimentaire sont impliqués. Et donc, quels sont les co-bénéfices en santé qu'on pourrait avoir à faire des changements de régime alimentaire dans ce contexte-là, donc en termes de mortalité toute cause d'abord. Donc quelques mots d'abord avant de poursuivre un peu plus loin sur les scénarios. Le secteur agroalimentaire, c'est un des secteurs qui contribue le plus au changement climatique vis-à-vis du coup des émissions de gaz à effet de serre, notamment en particulier via la production de viande, voilà, donc les élevages principalement. Et en parallèle, l'alimentation, c'est un des leviers, c'est un des facteurs principaux de mortalité toute cause dans le monde, mais particulièrement en Europe et en France, notamment dû à des régimes alimentaires qui sont trop riches en produits animaux, en particulier viande rouge, viande transformée, et trop pauvres en produits végétaux, et notamment en fibres ou en légumineuses, par exemple. Donc, en fait, on voit qu'on a une convergence très forte entre les enjeux environnementaux et les enjeux de santé en termes, quand il s'agit de regarder le secteur agroalimentaire. Et donc, c'est pourquoi, dans des scénarios qui mènent à la neutralité carbone, il y a des changements dans le secteur agroalimentaire qui sont très importants. Et donc, on peut imaginer des co-bénéfices en santé qui, eux aussi, peuvent être très importants. Donc, l'ADEME a élaboré 4 scénarios qui mènent tous à la neutralité carbone en 2050 via des changements qui sont très contrastés. Donc, on a deux scénarios, globalement, deux scénarios qui sont très basés sur plutôt de la sobriété, et 2 scénarios qui sont plutôt basés sur des technologies
voire dans le scénario 4 des technologies qui ne sont pas encore matures. Et donc, on est vraiment sur, effectivement, comme le titre l'indique, sur un pari sur l'avenir. Et à travers ces 4 scénarios, un autre groupe de travail, donc composé notamment de l'association Solagro, du CERED et de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à Paris, ont élaboré des régimes alimentaires pour la population française en 2050, qui du coup intègrent à la fois des objectifs nutritionnels et des objectifs de neutralité carbone, donc qui impliquent une végétalisation importante de notre alimentation. Donc pour aller très très vite, tous les scénarios sont bénéfiques pour la santé, mais plus les scénarios basés sur la sobriété. Et donc, ce qui nous montre que intégrer des politiques qui intègrent à la fois le climat et la santé, c'est une opportunité importante pour améliorer la santé publique et améliorer du coup les objectifs climatiques. Voilà. On doit le temps de discuter plus. Merci beaucoup. Je voudrais renouveler tous mes remerciements et toutes mes félicitations à nos 11 héroïques intervenants qui ont concilié avec brio la technicité de leurs propos, la clarté de leurs paroles et la tyrannie de leur timekeeper. Et donc, sur ce, nous allons ouvrir le débat aux questions. Alors, pour l'instant, nous n'en avons pas sur le canal. Donc, la salle, je vous en prie, ne vous censurez pas. Monsieur le Président, une petite question d'ouverture. J'en ai une pour Léo. Voilà. Le nombre de décès évités qui a été présenté, c'est par année ou Oui, c'est bien par année. C'est pour ça que c'est des impacts de santé publique, en termes de santé publique qui sont très importants. D'accord, là, je comprends mieux. Parce que le graphique ne le précisait pas que c'était par année, donc c'est pour ça. Et du coup, je m'interrogeais de savoir si le projet que vous menez là, il y en a eu d'autres dans d'autres pays. Est-ce que cette idée des co-bénéfices en santé, elle est déjà assez abondante dans la littérature? Est-ce qu'elle est déjà peut-être un peu appropriée par les décideurs ou les leaders dans ce domaine, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très nouveau? C'est un peu ce qu'on a cherché dans la revue de littérature, du coup. Et en fait, on s'est rendu compte que, c'était essentiellement la pollution atmosphérique qui avait été investiguée historiquement, parce que c'est quelque chose qui avait été plus développé. Et le lien est plus facile à voir directement, donc sur la qualité de l'air. Et donc, il y a des choses qui ont été faites, qui sont faites notamment en Angleterre. La London School mène des travaux là-dessus. Et du coup, sinon, notre directeur de thèse avec Inès a initié ces projets, notamment sur les scénarios de l'ADEME, mais sur d'autres. Et donc, ça commence à apporter un petit peu. Mais du coup, l'enjeu, c'est de montrer qu'il n'y a pas que la qualité de l'air, il y a aussi d'autres dimensions de santé qui sont intéressantes et qui ont un potentiel de santé publique important. Pendant que la salle se chauffe, je pose une question à Antoine. Est-ce que votre recherche a généré des actions de prévention? Non, alors pour l'instant, ça n'a pas généré d'actions de prévention, mais ce qu'on a fait, c'est un modèle pour essayer de comprendre la saisonnalité de la peste, mais pas forcément un modèle prédictif pour prédire si une épidémie va avoir lieu et où elle va avoir lieu à Madagascar, parce que c'est souvent très localisé et assez aléatoire, donc on a du mal à comprendre comment ça a lieu. Mais là, on va initier justement un projet pour essayer de mieux prédire ces épidémies avec différents modèles et plus de données. Essayer d'aider les décideurs pour mieux prévenir donc, les épidémies de peste et agir avant qu'elles se déclarent, si on arrive à bien les prédire. Merci beaucoup. J'ai trouvé quelques-uns disponibles à poser une question. Voilà. Merci beaucoup. C'est une question qui rejoint la vôtre, que je vais poser à M. Kenneth Galboni, mais que j'aurais pu poser à d'autres aussi. C'est puisque ce sont des projets qui visent à des actions derrière, des outils d'aide à la décision pour des actions derrière, est-ce que les décideurs sont impliqués au démarrage de ce projet et est-ce que vous leur présentez les résultats et qu'est-ce qu'ils en disent? Bien. Merci beaucoup pour cette question. Alors, il faut dire que le projet est développé en collaboration en fait avec, en ce moment, la mairie de la ville de Marseille,
dans le but en fait de pouvoir étudier en fait l'impact déjà en fait du projet Cardimed qui est déjà en place, où on a essayé en fait de reverdir certaines zones de la ville de Marseille. Et dans la phase pilote, on a commencé par le site de Saint-Charles et d'autres sites. Évaluer en fait l'impact de ces reverdisations et afin en fait de pouvoir les généraliser à l'échelle de la ville. À côté de ça, il y a des partenariats en fait qui sont toujours en discussion avec l'APHS pour pouvoir en fait utiliser en fait les indicateurs de santé et pouvoir après faire des croisements avec les profils environnementaux que nous allons générer à travers ces différents travaux et voir les cumuls de vulnérabilité. Bon, merci. Je pense qu'il y a encore le temps pour une dernière question, peut-être. Une toute dernière. On a un peu de flexibilité. Salle. Courage. Nous avons une question sur le chat. Ah, c'est bien. Parfait. C'est où? C'est où? Ah bon. C'est pour Nathan, pour Priorité Santé Fonds. Possibilité de venir faire un atelier en Côte d'Ivoire, par exemple. Waouh! Alors, j'aimerais bien aller en Côte d'Ivoire, mais actuellement, l'outil, en fait, il est développé sur une base de données avec uniquement les espèces de France hexagonale et les maladies présentes en France hexagonale, plus un certain nombre de maladies émergentes. Donc, malheureusement, l'outil n'est pas configuré pour pouvoir l'utiliser actuellement hors de France. Mais après, c'est dans nos pistes d'évolution une fois une fois qu'on l'aura déjà pas mal utilisé en France, d'essayer de le développer. Alors, Côte d'Ivoire, je ne sais pas, déjà d'autres pays européens, ce sera déjà plus simple, mais voilà. Mais par contre, l'outil, la démarche peut être un peu copier-coller pour d'autres pays, donc il peut se rapprocher de nous pour qu'on discute ensemble de la méthodologie qu'on a appliquée. Voilà. C'est bon, donc c'est un modèle, on peut dire scalable en français? Scalable, comment On peut passer à l'échelle. On peut passer à l'échelle, voilà. C'est ça, ouais. Merci. Des autres commentaires ou questions? On a de la flexibilité, hein? Voilà. C'est pour qui? Bonjour, merci beaucoup. C'est une question pour sur la toxoplasmose. J'ai perdu le Galal Lockman. Est-ce que vous avez des données chez les femmes enceintes en Amérique latine? Et enfin voilà, j'ai trouvé ça inquiétant le fait qu'il puisse y avoir un problème chez les malades immunocompétents. Et donc, quelles sont les données que vous avez sur l'émergence de la toxoplasmose dans ce contexte, en particulier femmes enceintes? Oui, alors du coup, il y a peu d'études, mais il y a une étude quand même assez intéressante qui a été faite où on a comparé des enfants qui sont nés dans un contexte de toxoplasmose congénitale. Et ce qui a été comparé, c'est donc l'incidence de ces toxoplasmoses congénitales qui semblent plus élevées, donc des formes symptomatiques. Et c'était surtout donc des formes oculaires que les enfants ont développées au moment de la naissance ou qui se sont développées quelques années après leur naissance. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les formes sont au niveau de la rétine. Donc, c'est des formes oculaires qui causent des inflammations au niveau de la rétine. Et après, il y a une cicatrisation. Donc, ça détruit la rétine. Et donc, les formes sont plus grosses chez les enfants brésiliens. Elles sont multiples aussi. Elles sont plus nombreuses. Et elles sont aussi plus récidivantes. Donc, il y a des nouvelles inflammations qui apparaissent. Donc, l'impact est beaucoup plus grand, en fait. C'est basé sur une étude qui a comparé plusieurs centaines d'enfants de souvenirs, je n'ai pas le nom, entre je ne sais plus quel pays européen et le Brésil. Ici? Non? Bon. Sur l'étude Mpox, moi j'aurais voulu savoir si ce que vous avez été amené à faire, c'est parce que il y avait vraiment quelque chose d'inattendu avec ce clade et qu'on le connaissait pas du tout, ou voilà, ce n'est pas spécifique. Voilà, ce clade, qu'est-ce que c'est en train de devenir?
J'avais pas entendu très bien, mais c'était, vous avez demandé ce que nous avons trouvé pour l'enquête, c'est ça? Ouais, on fait ce que j'ai essayé de commencer à dire pendant la présentation, que on a trouvé que assez grande partie de la transmission, c'était entre humains et dans le ménage. Et ça, c'est assez différent en comparaison avec peut-être avec nos connaissances de l'épidémie Clade 1A avant. Parce qu'avant, c'était vraiment isolé dans les petites épidémies, plutôt avec la transmission zoonotique. Et maintenant, ça semble que ça change. Et on ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être à cause de la diminution dans la couverture vaccinale qui a été terminée il y a dizaines d'années, mais aussi peut-être un change dans le virus, dans la méthode de transmission. Mais aussi, c'est intéressant à dire de comparer avec le clade 1B qui était dans l'est du pays, où ça s'est associé avec les transmissions sexuelles. Nous avons trouvé que vraiment ça, c'est différent dans ce contexte, dans le nord-ouest du pays, quand c'est assez rural, c'est clade 1A. Ça, c'est vraiment plutôt peut-être dans les familles, entre les enfants, entre les parents et les enfants. Donc, il y a toujours des questions, mais ouais, c'est intéressant à trouver un peu évidence plus récente que les autres études. Donc, voilà. Résumé. Si la salle est muette, Barbara, veux-tu prendre la parole pour un mot de Je ne conclusion? serai jamais muette. Alors, voilà. Ça ne m'arrive pas, malheureusement. Je vais faire une petite, comment dire, résumé sur les mots et les conseils que m'ont touché et que je veux partager avec vous tous, pardon. Et justice sociale, le droit à l'eau, donc la justice sociale, et penser que notre travail produit aussi de la justice sociale, c'est quelque chose que me touche, mais aussi qu'il faut communiquer très bien et très clairement. Et même chose pour le dialogue des concertations avec les opérateurs du territoire. C'est quelque chose qui signifie community engagement. Donc, c'est une façon de travailler vraiment en donnant de la responsabilité et du rôle aux communautés locales. L'importance d'investir sur les technologies, on a entendu parler de Geographic Information System, on a entendu parler de simulation informatique. Notez bien, au service de la culture, parce que notre collègue nous a dit qu'il a utilisé les simulations pour créer une culture commune. Ce n'est pas la technologie qui nous gère, mais c'est la culture qui utilise la technologie. Donc, ça m'a vraiment touchée, c'est très important. Et comme la modélisation mathématique des maladies et en même temps l'importance de la recherche sur les dynamiques des populations animales. L'engagement de la population humaine a été aussi proposé, surtout dans la présentation qui nous parlait de l'importance d'évaluer la connaissance de la population. Et donc, c'est important de dire que c'est un dialogue, ce n'est pas vraiment une information à une vie, mais il faut vraiment aussi vérifier ce qui passe et comment construire ou aider à construire une connaissance à propos de santé, à propos d'une seule santé. L'importance de comprendre les données, de les communiquer et de faire de la communication du risque, c'est à la base non, de la santé, d'une santé, on peut dire, participée par tous les acteurs, par tous les sujets, par tous les stakeholders. Et enfin, le concept de co-bénéfice, d'impact sanitaire, de monétisation des résultats, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup à interagir avec les autorités financières, les autorités politiques. Dernier conseil, je veux vraiment dire que j'ai trouvé génial de voir tellement de jeunes chercheurs et chercheuses. Félicitations pour votre recherche, pour votre travail. Je pense que vous êtes le futur et c'est déjà très encourageant de voir combien de chercheurs et chercheuses sont engagés dans une santé. Donc, félicitations, vraiment.